Et il est vrai que confronter le droit international humanitaire à l'évolution des conflits armés revient en réalité à s'interroger sur son adéquation aux guerres contemporaines et à évoquer les principaux défis à relever, dont beaucoup d'ailleurs ont déjà été évoqués ce matin en introduction et là également lors des deux exposés précédents. Toujours est-il que c'est un sujet évidemment extrêmement pertinent et ce à plusieurs titres. Alors je vois qu'on est en train de m'équiper de quoi ? Vous voulez me mettre ça ? Ce sera mieux que ça ? Alors, là c'est mieux ? Ah oui, en effet. Ok. Bon, hop. Alors attendez, on va essayer de ne pas cacher mes petites pages. Est-ce que ça va comme ça ? Voilà. Donc je disais qu'il s'agissait d'un sujet évidemment tout à fait pertinent et ce à plusieurs titres, et je voudrais au moins en citer trois. La première raison est que naturellement nous célébrons cette année le 150e anniversaire de la naissance du droit international humanitaire, puisque la toute première convention de Genève, à l'initiative d'Henri Dunant que vous citiez, date du 22 août 1864. Alors naturellement, c'est un droit qui, bien heureusement, a évolué depuis, et ce sont aujourd'hui, comme cela a été cité, les 4 conventions de Genève du 12 août 1949 qui sont applicables, ainsi que leurs 2 protocoles additionnels de 1977, auxquels il faut ajouter les 161 règles de droit international coutumier telles qu'elles ont été dégagées par le CICR dans l'étude qu'il a publiée en 2005. La seconde raison est que ces situations actuelles sont en effet en perpétuelle mutation. On le sait, la nature des conflits a évolué, certains se caractérisant par leur transfrontiérisme. Les parties à ces conflits ne sont plus les mêmes que par le passé. Les champs de bataille se sont déplacés, les technologies et les méthodes, les moyens de guerre ont muté aussi. Il est tout à fait justifié de se poser la question de savoir si le droit international humanitaire résiste à ces diverses évolutions et comment. Et dans la ligne en fait de ce qui a déjà été esquissé dans les introductions de ce matin, c'est vrai, permettez-moi d'ajouter que le contexte tout à fait atypique, même si finalement très prévisible, que nous vivons en cet automne 2014, qui bouleverse encore davantage les cadres et qui, quelque part, ébranle les certitudes, conduit finalement à se poser la question de savoir aussi si le droit international humanitaire, c'est-à-dire que ça pose non seulement la question de la pertinence du droit international humanitaire, mais en tous les cas, ça pose la question de sa véritable adéquation à ces contextes. Alors je veux bien entendu parler en mettant plein de guillemets, de la guerre contre le terrorisme, qui selon certains serait même mondiale. Et ce que je constate, c'est que, en tout cas, c'est une expression, ce sont des concepts qui pendant longtemps, et notamment évidemment après 2001, ont été décriés, mais qui me paraissent, ou qui semblent aujourd'hui bénéficier, en tout cas décomplexer et bénéficier en effet d'une certaine, je ne sais pas comment dire, mais en tous les cas ça passe bien dans les mœurs sans qu'il y ait une grosse réaction, et ceci me semble représenter en tous les cas un enjeu des plus considérables certainement au regard des fondements même du droit international humanitaire. J'essaierai d'y revenir à la fin de mon exposé. En tous les cas, on le voit, 150 ans après la création du droit international humanitaire, on s'aperçoit qu'en effet les principes fondateurs de ce droit, et le premier d'entre eux, le principe d'humanité, demeure cruellement actuel, et en tout cas qu'ils doivent être absolument protégés et défendus. Mais en tous les cas, il est certain que probablement on doit s'interroger à minima sur le champ d'application du droit international humanitaire au regard des situations contemporaine, situation auquel probablement Henri Dunant et ses complices de l'époque ne songeaient pas lorsqu'ils ont élaboré la première convention de Genève. Si vous le permettez, j'essaierai de revenir sur tous ces points, soit à la fin de mon exposé, soit dans les questions. Une troisième raison qui, je pense, il ne faut pas perdre de vue, est que le droit international humanitaire est évidemment, par essence,
et aussi parce que Dunant l'avait écrit, d'ailleurs c'était les deux axes de son opuscule Un souvenir de Solferino, que le droit international humanitaire ne doit absolument pas, enfin n'est pas déconnecté de l'action humanitaire. Donc ce sont deux axes qui sont évidemment étroitement liés, intimement liés, et non seulement au regard naturellement des populations victimes, parce que ce sont bien elles qui doivent rester et qui sont au cœur de nos préoccupations, mais en tous les cas, il est clair que pour un organisme comme le CICR, qui a reçu le mandat des États et des conventions de Genève, de veiller à ce que le droit international humanitaire soit respecté, mais qui, bien sûr, comme vous le savez, intervient dans toutes les situations de conflit armé et de situations de violence dans le monde. Lourd travail aujourd'hui, nous avons 13 000 collaborateurs environ sur le terrain, fait que voilà, les deux ne peuvent pas être déconnectés l'un de l'autre, et naturellement, ceci est extrêmement... Cette connexion est extrêmement proche de la question que vous souleviez, Madame, de la nécessaire mise en œuvre, de la conformité, j'allais dire d'une mise en œuvre fidèle, conforme, des dispositions de ce droit international humanitaire, dont je rappelle qu'il a effectivement pour vocation de protéger non seulement, si je puis me permettre, les personnes civiles, mais toutes les personnes qui ne participent pas ou qui ne participent plus aux hostilités, donc y compris les combattants désarmés, arrêtés, détenus, malades. Ça a toute son importance aujourd'hui. Et ce droit international humanitaire qui quand même bénéficie, au moins pour les 4 conventions de Genève, d'une quasi-universalité. Donc ce n'est pas tout à fait vrai pour ces protocoles additionnels, mais presque. Mais en tous les cas, on parle du droit international humanitaire comme d'un droit qui est universel, mais qui est aussi obligatoire et contraignant. J'essaierai d'y revenir. Pour autant, même si, malgré tout cela, j'allais dire, est-ce que la question, et même si la question de la pertinence doit être posée, est-ce que ça fait pour autant du droit international humanitaire un droit qui serait désuet ? Alors pour ma part, je ne le pense pas. Je ne le pense pas, ne serait-ce que parce qu'il ne fait que développer un certain nombre de principes, comme je l'ai dit, de principes dont le premier d'entre eux est le principe d'humanité. Donc il faut quand même veiller à ne pas complètement ébranler le système. Donc certes non. Et en tous les cas, de mon point de vue, il faut de toute manière veiller à ce que ce qualificatif de désuet, d'inadéquat, d'inadapté, ne dissimule pas seulement un argument qui serait juste destiné à écarter l'applicabilité du droit international humanitaire dans certaines circonstances pour des motifs qui seraient très étrangers, en tous les cas, au vocable humanitaire. Et même si on doit se poser la question, bien sûr, de l'adéquation, ce que je vais faire. Alors, avant de lister ces principaux défis, permettez-moi quelques constats qui, du reste, vont revenir sur, encore une fois, certains des précédents. Donc, quelques constats. D'abord, le premier, c'est que les conflits armés, en effet, et les situations de violence armée ne faiblissent pas. Vous l'avez dit, on le constate, c'est une multiplication. L'année 2014, comme les précédentes, a été une année dure, éprouvante pour tous et en particulier pour les victimes. Et vous l'avez rappelé, c'est le conflit en Syrie, une des crises les plus violentes et les plus dramatiques que l'on ait connues depuis longtemps. Puis cet été, les combats qui ont subitement violemment repris en Israël à Gaza. En Europe aussi, à nos portes, en Ukraine. C'est un conflit armé qui oppose la Russie et l'Ukraine suite, donc vous l'avez rappelé, en février à la crise dite de Crimée. Parallèlement, c'est maintenant depuis longtemps, mais c'est de nouveau maintenant l'Irak qui est en proie donc à un conflit un peu d'une autre dimension, celui évoqué dans mon introduction et sur lequel je reviendrai, sans parler effectivement de la Libye, du Sahel. Mais autant de situations qui ne doivent en effet pas occulter, pas dissimuler d'autres tout aussi dramatiques pour les populations, qu'il s'agisse, comme cela a été cité, de la RDC, de la RCA, du Sud-Soudan, de l'Afghanistan, du Mali, du Nigeria, il a été cité, mais aussi de la Somalie, du Yémen.
Et puis bien d'autres encore, je pense à la Colombie, où malheureusement les violences persistent. Enfin, le CICR, pour sa part, est présent dans quelques 80 pays, et en Birmanie, aux Philippines. Enfin voilà, la liste est extrêmement longue. Et quand je dis la liste des pays où les populations sont confrontées à des situations soit de conflits armés, soit de violences armées qui n'atteignent pas, j'allais dire, le seuil requis par le droit, mais qui quand même subissent ces violences. Donc le nombre de pays, le nombre de situations où les populations requièrent des réponses qui soient urgentes et adaptées est extrêmement longue. Donc autrement dit, je veux mettre là, donc sur ce premier point, je veux mettre là l'accent sur une multiplication probablement sans précédent pour l'été 2014 et en tous les cas en parallèle, en divers endroits de la planète, de conflits qui se succèdent, se chevauchent, s'ajoutent donc à des situations qui perdurent partout dans le monde et qui nécessitent toutes des opérations de grande envergure, des réponses rapides, adaptées aux besoins humanitaires et donc une approche la plus fine possible, la plus précise de ces situations. Dans ces contextes, il est bien clair, qui se doublent d'ailleurs le plus souvent de très hautes tensions intercommunautaires, dans ces contextes, il est donc très clair que ce sont les victimes, les populations civiles, qui subissent de plein fouet des violations directes du droit international humanitaire, que les personnes soient déplacées, séparées de leur famille, blessées, tuées, qu'elles voient leur village détruit, violences sexuelles, vous en avez parlé aussi. Bref, la liste est longue et c'est là mon second constat qui est de manière générale l'accroissement de la part prise par le civil, par la personne civile. Alors certains parlent de civilinisation, mais je ne trouve pas que ce soit un terme extrêmement heureux, disons de la part prise par le civil. À au moins 3 points de vue. La première, c'est que, je viens de le dire, les conflits affectent directement les personnes et les populations civiles. On sait très bien que ce n'était pas le cas par le passé. Vous citiez Solferino, Dunant. On parle à cette époque lorsque les bilans qui ne sont pas tous... Il y avait déjà des distorsions, j'allais dire, dans les bilans à l'époque. Mais enfin, dans certains bilans, on décompte sur les bilans qui vont de 6 000 morts à 40 000, mais on décompte en tout cas un seul civil, une seule personne civile. Alors que maintenant, c'est tout à fait l'inverse, on le sait. Donc, les conflits affectent directement les populations civiles. La seconde raison, enfin, il n'y en a pas que 3, mais je vais très très vite. La seconde, c'est que les conflits, on le voit bien, se déroulent le plus souvent en zone urbaine. Contrairement au passé où les conflits, les champs de bataille étaient évidemment hors des villes. La troisième, vous l'avez évoqué également, c'est que de plus en plus des personnes civiles, en tous les cas des personnes qui n'ont pas la qualité de combattant, au sens du droit, mais des personnes civiles vont s'impliquer directement ou pas dans les combats, et c'est cette fameuse problématique de la participation directe aux hostilités sur laquelle nous avons en effet réfléchi, vous l'avez dit, et à propos duquel le CICR a sorti un guide interprétatif sur la notion de participation directe aux hostilités, et qui ne requiert d'ailleurs pas l'unanimité chez les États et chez les représentants des États. Le troisième constat, ces 2 premiers s'ajoutent évidemment plusieurs autres caractéristiques que je ne développerai pas et que je pourrais résumer en disant c'est la symétrie des moyens utilisés, des moyens les plus technologiquement avancés, mais vous aurez l'occasion d'y revenir cet après-midi ou demain, je ne sais plus, naturellement jusqu'à l'emploi de moyens les plus artisanaux. Mais surtout, quatrième grand constat, on constate, sans en faire une généralité, on constate un manque de respect, volontaire ou pas, du droit international humanitaire, allant d'une absence de juste compréhension, je vais m'expliquer, d'une absence de juste compréhension jusqu'à son rejet par certains. Alors par absence de juste compréhension, j'entends par exemple les confusions qui sont
le plus souvent faite, le plus fréquemment maintenant faite, entre justement le jus ad bellum et le jus in bello, et qui finalement induisent aussi un brouillage du droit et de l'action humanitaire, et de ce fait conduisent quelque part à un irrespect. J'essaierai d'y revenir. Étant entendu aussi que toutes les violations du droit international humanitaire, en dehors du fait qu'elles sont évidemment directement préjudiciables aux personnes, aux victimes directes, elles sont évidemment préjudiciables pour l'ensemble de la communauté internationale, puisqu'elles tendent à ébranler les bases de cette société. L'irrespect est évidemment un constat, mais c'est aussi le défi majeur pour le droit international humanitaire que nous ayons à relever. Enfin, cinquièmement, dans la continuité de ce que je dis, ce défaut d'acceptation du droit international humanitaire rejaillit directement sur l'action humanitaire, qui souffre également dans de nombreux contextes d'une insuffisance d'acceptation, et laquelle, parce que c'est un enchaînement de choses, laquelle conduit immédiatement à la question première de l'insécurité des personnels humanitaires, mais qui conduit aussi à un certain nombre d'autres problématiques, je n'ai pas le temps d'évoquer maintenant, mais puisqu'elle confond un peu plusieurs agendas, j'allais dire entre les agendas politiques, diplomatiques, humanitaires, militaires parfois, elle va conduire également à l'émergence de nouvelles ONG, qui sont souvent plus politiques, moins neutres, moins impartiales aussi. Elle va conduire également à l'humanitaire, mais c'est plus ancien cela, pratiqué par les États, et à ce que certains, vous savez, aiment à faire cette comparaison entre l'humanitaire pratiqué par les humanitaires et l'autre qui serait pratiqué par les États, voire par les militaires. Enfin, on constate dans les contextes, en tous les cas contemporains, en termes opérationnels, et c'est là vraiment l'un des défis les plus importants, le défi majeur que le DIH est à relever, et au-delà du DIH que le CICR, en sa qualité d'intermédiaire neutre, indépendant et impartial, doit relever, et que l'on pourrait synthétiser dans les situations actuelles par un espèce de binôme entre accès et sécurité. Alors accès, on voit très bien ce dont il s'agit, il faut pouvoir avoir accès, le rôle du CICR, notre mandat c'est d'intervenir au cœur des conflits armés, ce n'est pas de rester à la périphérie, notre mandat c'est d'être proche c'est des victimes, et malheureusement cette proximité, lorsqu'elle est compromise pour quelque raison que ce soit, lorsque notre action est entravée, ce sont évidemment par ricochet des personnes qui sont privées du bénéfice de l'aide et de la protection humanitaire auxquelles elles ont droit. Et là, on se rapproche un peu de ce que vous disiez, il faut bien ramener la personne au centre des préoccupations, à la fois opérationnelles, mais aussi conceptuelles et thématiques. L'autre rôle du CICR qui va m'amener à parler directement des défis juridiques, c'est bien évidemment qu'en termes de droit international humanitaire, dans sa fonction d'animateur, en quelque sorte, de DIH, ou dans sa fonction de vigie, pour employer une expression de Yves Sandoz, et donc en raison de ce mandat qu'il a reçu des États, eh bien le CICR doit s'attacher, et il le fait, à veiller à ce que les règles juridiques soient en adéquation avec la réalité, et donc face aussi à toutes ces mutations dont nous avons parlé. Et c'est pourquoi évidemment notre institution va s'efforcer d'y répondre par des interprétations, des commentaires juridiques, ou si possible en essayant, et c'est le cas pour de nombreux sujets, de clarifier ou de développer le droit international humanitaire. Ce qui m'amène à parler ou à nous poser la question de savoir quels sont ces défis, ces principaux en tous les cas, défis juridiques. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, le principal, évidemment, grand défi, le premier grand défi au DIH, c'est naturellement son plein respect. Parce que finalement, si ces dispositions étaient respectées, le CICR, comme les autres acteurs humanitaires, ne se trouverait confronté ni à des questions d'accès, ni aux autres violations constatées. Et si le DIH était respecté, bien ma foi, la tâche des humanitaires s'en trouverait grandement allégée, et peut-être même que nous n'aurions plus tout à fait de raison d'être, mais là c'est un idéal qui n'est pas prêt malheureusement, je crois, d'être atteint. En tous les cas, cela nous engage
engage, cette question du respect, à nous poser, ou à répondre en tous les cas, à 3 questions. Pourquoi n'est-il pas respecté? Comment convaincre de l'obligation de le respecter? Et, je l'ajoute, de le faire respecter. Et enfin, 3e question, effectivement, comment sanctionner ces décisions? Alors, quelles sont les raisons de son irrespect? Vous en avez déjà esquissé quelques-unes, alors sans être exhaustif, et on peut lister plusieurs raisons qui motivent le non-respect, voire le rejet du DIH, et en tous les cas, bon, alors il y en a une qui est assez caricaturale, mais qui malheureusement existe, qui est le rejet du droit international humanitaire comme étant un droit occidental, bon, pour y répondre, il y a différentes façons, mais alors là, il faut aller puiser, j'allais dire, dans les sources de droit international humanitaire avant qu'il ne devienne normatif, hein, mais je n'ai pas le temps ici de le faire, mais en tous les cas, sachez que sur le terrain, c'est souvent en faisant référence à la coutume, en faisant référence à l'histoire, que nous arrivons à convaincre nos interlocuteurs belligérants de la nécessité de respecter quelques règles. La seconde, qui n'a pas encore, je crois, été complètement évoquée, on a beaucoup parlé des États, mais c'est la question de l'opposabilité des règles conventionnelles et coutumières aux groupes armés non étatiques. Et comme vous le savez, la plupart des conflits actuellement sont des conflits qui sont non internationaux, hein, qui opposent un ou plusieurs États à des groupes armés non étatiques. Donc la question de l'opposabilité de règles qui ont été évidemment écrites par des États peut leur poser problème. Et enfin, une troisième raison, encore une fois, cette liste est loin d'être exhaustive, c'est donc la principale critique selon laquelle ce droit international humanitaire serait tout à fait inadapté aux situations armées, aux situations conflictuelles contemporaines, ce dont, encore une fois, je dis qu'il faut se méfier. Alors, comment convaincre de la pertinence et de l'obligation de respecter ce droit international humanitaire et de le faire respecter? Alors, clairement, pour y répondre, il faut d'abord qu'il soit connu et compris, c'est pour moi la première exigence. Et puis enfin, qu'il soit applicable, c'est la condition première. Si j'ai encore le temps de revenir là-dessus, première exigence, il faut que les règles soient connues. Hein, pour être respectées, ça pose évidemment la question de la prévention et du développement de la connaissance. Qu'il soit compris, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, c'est la question de l'acceptation, parce que clairement toutes les personnes, enfin tous les acteurs n'ont pas la même compréhension, par exemple, du principe d'humanité. Et donc des autres principes qui en découlent. Et si on commence à mettre en cause ou à remettre en cause tous les principes qui sont à la base évidemment du droit international humanitaire, ça tend à démolir toute cette philosophie qui a été élaborée. Je ne prendrai qu'un seul exemple pour illustrer ceci. Suite à une étude effectuée par le CICR sur 23 pays entre janvier 2012 et juillet 2014, nous avons constaté, j'ai pris le chiffre ce matin, 2300 incidents liés qui affectent la fourniture de soins de santé, l'accès aux soins de santé, la destruction directe d'hôpitaux et également des attaques directes contre les personnels de secours. C'est ce qui a d'ailleurs. Alors ça, dans tous les pays, hein, il n'y a pas un pays, enfin, dans tous les pays confrontés, j'allais dire, à des conflits armés, l'accès aux soins de santé est une question qui demeure la plus problématique. Pourquoi? Parce qu'il est difficile parfois de faire comprendre à une partie, à un conflit, qu'elle soit étatique ou non étatique, hein, qu'au nom du principe d'humanité, toute personne, même ressortissante de l'ennemi, de la partie adverse, que cette personne soit civile ou combattant des armées, blessé, malade, a droit à être soigné. Voilà, c'est le principe d'humanité qui est à la base du droit international humanitaire, c'est le principe d'humanité qui a conduit Henri Dunant à son souvenir de Solferino et à construire le droit international humanitaire qui est aujourd'hui ébranlé, remis en cause. Voilà, je voulais au moins parler de cela. Donc, parallèlement à l'absence de connaissance ou de bonne compréhension, je vous ai parlé de l'absence de bonne compréhension du droit international humanitaire, et c'est ce que j'appelle donc ce brouillage humanitaire à cause
comment dire, d'une espèce de confusion des normes que malheureusement l'on constate souvent. C'est quoi? Eh bien, c'est actuellement la résurgence, par exemple, de la théorie de la cause juste. C'est l'opérationnalisation, pardon, de cette fameuse responsabilité de protéger, et bien d'autres facteurs encore qui, encore une fois, conduisent à confondre deux branches du droit qui sont distinctes, le droit international humanitaire d'une part, et le droit que Mario Bettati appelle droit de New York, droit de l'ONU, d'autre part. Je crois qu'on ne répétera jamais assez que le droit international humanitaire n'a pas vocation à régir la guerre, à interdire ou à autoriser ou à légitimer la guerre. Telle n'est pas sa vocation, vraiment, ça c'est le droit de l'ONU dont vous avez largement parlé tous les deux. La seule vocation du droit international humanitaire est encore une fois de poser des limites à la guerre. Comme le dit Éric David, on peut faire la guerre, mais on ne peut pas la faire n'importe comment, contre n'importe qui et contre n'importe quoi. Si on voulait résumer, en gros, le droit international humanitaire, c'est cela. Pour autant, il est vrai, je le disais tout à l'heure, qu'il n'est parfois pas aisé de distinguer, et au regard de la RDP, c'est particulièrement vrai, il n'est pas aisé de distinguer entre les agendas politiques, militaires, humanitaires, des uns des autres, et au fond, permettez-moi de poser deux questions. Dans un tel contexte, et en dehors même de la pertinence ou pas du droit international humanitaire, est-ce que c'est pas finalement, je parle de la R2P, tout un pan de population qui devrait être protégé par le droit international humanitaire qui finalement risque d'être oublié? Et particulièrement les personnes désarmées. Et la protection des personnes civiles, est-ce qu'elle ne risque pas, elle aussi, d'être limitée aux bonnes, en italique et avec des guillemets, aux bonnes victimes, oubliant par là même celles qui ne mériteraient pas assistance et protection? Donc on le voit dans un certain nombre de constats, et je voudrais terminer peut-être, parce que j'imagine que le temps m'est compté, par la condition première. Il y a une proposition, c'est qu'avant, parce qu'il y a une possibilité de prendre un café, c'est que vous terminiez dans 2-3 minutes. Très bien. Et ensuite, pour ne pas couper le débat, le café pourra être pris en même temps qu'il y a les questions, parce qu'on a jusqu'à 13h pour le repas, donc on aura 1 heure pour débat, encore 1 heure, c'est bien. Alors, mais on fait 10 minutes de pause et ça coupe le lien, ou on laisse une liberté aux gens d'aller prendre le café pendant le débat. Voilà. Le café, parce que si on reprend à 14h, on va pas s'arrêter. Oui, voilà. Mais enfin, si quelqu'un veut aller prendre un café, il pourra le faire. Les gens auront le droit de se lever. Merci. Alors, je vais essayer de reprendre. Donc, je disais que nous étions confrontés avec une exigence que j'ai essayé de montrer, et en tous les cas, une condition première, qui est celle de l'applicabilité du droit international humanitaire, parce qu'on parle de droit international humanitaire, mais pour qu'il soit le plus pertinent possible, encore faut-il qu'il soit applicable. Si on parle de guerre mondiale contre le terrorisme, il y a au moins deux questions qui doivent se poser, qui se posent. C'est celle du champ d'application géographique du droit international humanitaire, c'est celle également du champ d'application personnel. Je vais me concentrer sur le champ d'application géographique. Comme vous le savez, ce droit international humanitaire ne s'applique qu'en cas de conflit armé international, c'est-à-dire opposant deux ou plusieurs États, ou en cas de conflit armé non international, c'est-à-dire opposant soit un ou plusieurs États à des groupes armés non étatiques, soit même des groupes armés non étatiques entre eux. Dans le cadre des situations contemporaines de lutte contre le terrorisme que vous avez évoqué, la question est évidemment d'importance. Dans la mesure où, comme ça a été le cas en Afghanistan, comme c'est le cas aujourd'hui en Irak, où, ma foi, nous avons un État, un groupe armé, plusieurs États, plusieurs groupes armés, un territoire, on est clairement dans le cadre et dans le champ d'application du droit international humanitaire. Si en revanche, on a plusieurs endroits
conflictuels, plusieurs théâtres géographiques conflictuels. Là, on a l'Irak, on a la Syrie, mais on peut tout à fait imaginer qu'on ait d'autres pays encore. On a évoqué le Sahel, mais pourquoi pas la France, le territoire français par extension. Mais là, je suis peut-être un peu trop conceptuelle. Mais est-ce que, au moins, la question est posée. Est-ce qu'on doit considérer, est-ce que l'on peut considérer que le droit international humanitaire a un champ d'application géographique qui pourrait être mondial ? Il est évident, le CICR ne partage évidemment pas une réponse qui serait positive. Ce n'est que moi qui la pose, cette question. Mais en tous les cas, je pense qu'il faut se la poser. Et il faut se la poser également au regard du champ d'application personnel. Puisque, comme vous le savez, la qualité de combattant n'est reconnue pour l'heure, aujourd'hui, par le droit international humanitaire, n'est reconnue que en cas de conflit armé international. Celle qui combat dans les autres situations n'a pas droit à cette qualité, et donc pas droit à d'autres, à la protection qui découle de ces qualités. Pour conclure, clarification, renforcement du droit international humanitaire. Telle est précisément, je vous l'ai dit, la voie à laquelle travaille le CICR aujourd'hui, dans deux directions. La détention, précisément des personnes dont je parlais à l'instant, précisément dans les conflits armés non internationaux, afin de leur garantir un certain nombre, de tirer vers eux un certain nombre de garanties procédurales fondamentales auxquelles ils n'ont pas droit pour le moment. Et l'autre grand axe de ce renforcement du droit international humanitaire actuellement, c'est ce que l'on appelle dans notre jargon l'initiative suisse CICR, qui tend à renforcer ou à vouloir renforcer en tous les cas justement les mécanismes visant à la conformité ou à vérifier la conformité du droit international humanitaire par les États. C'est ce que vous appeliez, c'est ce qu'on appelle la mise en œuvre du droit international humanitaire, qui ne se résume pas seulement à la répression pénale, mais qui comporte également beaucoup d'autres aspects. Vous avez cité la Commission internationale d'établissement des faits qui ne fonctionne pas, mais qui surtout est limitée actuellement aux conflits armés internationaux et qui n'est pas applicable dans les CANI. Mais au niveau pénal, en tous les cas, et de manière générale, ce que j'aimerais rappeler, c'est que dès 1949, en tous les cas, les conventions de Genève invitent les États, nous invitent à poursuivre, arrêter, juger, condamner, enfin, compétence universelle est inscrite dans les conventions de 1949. C'est simplement parce que les États ont mis un peu de temps, j'allais dire, ont mis du temps, beaucoup de temps avant que ça ne rentre dans les mœurs. C'est peut-être aussi parce que nous n'avons pas trouvé de juges suffisamment, de magistrats suffisamment audacieux. L'affaire que vous rappeliez, que vous indiquiez tout à l'heure, me rappelait une affaire plus ancienne où nous nous étions heurtés dans le cadre d'une association au même argument que le droit international humanitaire n'était pas d'application directe dans le droit français, mais ça me faisait également penser, dans le cadre de cette association qui s'appelait Droit International 90, vous vous en souvenez, avec Olivier Rusbach, quelle était notre ligne en fait, c'était la réappropriation du droit international humanitaire par les citoyens et par les personnes. Donc voilà, je terminerai par cette phrase en faisant un petit signe à Olivier de là où il est, puisque nous étions largement ensemble sur ce point. Voilà, merci beaucoup.